Ercine Delcaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis peu conseiller municipal à la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry. Donc dans le dernier conseil municipal qui s'est tenu le 14 décembre, il y a eu une délibération qui a fait un peu rebondir certaines personnes, et plus précisément sur l'aménagement des bords de Seine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors si ça fait rebondir un certain nombre de personnes à juste titre, c'est essentiellement lié. On a trois aspects finalement sur ce projet des bords de Seine. On a à la fois les finances, on a à la fois le projet en lui-même, qui est discuté et discutable. On va le développer un petit peu, et puis la manière dont la municipalité s'est approprié ce projet et surtout la manière dont elle a consulté la population. On peut d'ores et déjà, je pense, parler de la contrainte financière en elle-même, puisque finalement c'est elle qui génère tout ce débat, cette discussion et aujourd'hui ce projet. Historiquement, il faut bien savoir quand même, et bien avoir à l'esprit que c'est un projet qui remonte à 2007, qui a été voté en 2007, pour de très bonnes raisons. C'est même pas le sujet. Il ne s'agit même pas de remettre en cause toute la réflexion qui a pu être menée autour de ces friches. Hôtel industriel Leroy aujourd'hui, et de toute façon, et puis toutes les friches immédiatement à côté sont de toute façon dans un état tel qu'il fallait à un moment donné revitaliser ces friches et en faire quelque chose. La municipalité d'époque en 2007 a fait le choix de solliciter un organisme régional, un organisme public, une sorte de banque à l'échelle de la région, qui permettait de supporter le poids financier d'une opération et d'une transformation des friches, le budget de la commune n'étant absolument pas en capacité d'absorber un tel budget. La commune a donc sollicité ce fameux organisme à hauteur de 20 millions d'euros maximum. L'objectif était que cet organisme rachète toutes les parcelles, tout le foncier, tout le bâti qu'il pouvait y avoir sur le secteur des bords de Seine, pour ensuite, petit à petit, le revendre et y permettre des constructions qui seraient en accord avec le projet politique porté par la municipalité d'époque. On parle de 850 logements, c'est bien ça? 805. 805 logements. Oui, alors aujourd'hui on parle de 805 logements. D'où vient ce chiffre? Ce chiffre a été élaboré par la précédente majorité, donc sur la période 2014-2020, pour une simple et bonne raison, c'est qu'après diverses recherches et divers calculs, il est apparu que 805 logements, c'était le chiffre qui permettait d'arriver à l'équilibre de la dette. Puisque comme je le disais juste avant, ces fameux organismes publics a injecté à ce jour 17 300 000 euros. Donc 17 300 000 euros pour permettre son remboursement, puisqu'on a une obligation de remboursement effectivement, et que c'est ce qui vient grever aujourd'hui les finances locales. On avait besoin d'avoir un projet à la hauteur de ces 17,3 millions d'euros. Et en l'occurrence, la précédente majorité, après calcul, avait estimé qu'il fallait 805 logements pour arriver à l'équilibre financier. Voilà le pourquoi du comment du 805, et pourquoi pas 600, et pourquoi pas 400, et pourquoi pas 300. Ce chiffre-là a donc été repris par la majorité actuelle, à quelques différences près quand même, et des différences notables, puisque vous vous apercevrez que sur le bilan financier qui a été présenté le 18 octobre en réunion publique au 26 couleurs, on nous a expliqué qu'on reprenait bien le chiffre de 805 logements, donc qui en théorie devait permettre d'arriver à un équilibre financier et donc d'effacer complètement la dette de la commune, tout en ayant permis de transformer ces friches en bord de Seine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque la majorité actuelle nous propose 805 logements, mais elle nous propose aussi des équipements, un certain nombre d'équipements. Tous n'ont pas été détaillés, mais on nous a quand même parlé d'un conservatoire, d'une médiathèque et de manière plus générale d'un pôle culturel. Alors qu'est-ce que ça renvoie? À quoi renvoie cette notion de pôle culturel? Il faudra poser la question à la majorité. On n'a pas eu plus de détails que ça à l'occasion de cette réunion publique. Et on nous a expliqué aussi qu'il y avait donc une végétalisation, renaturalisation. On a tout un tas d'expressions diverses et variées. Mais l'idée étant la même, l'idée étant de fermer donc la rue du 11 novembre. Pour rappel, c'est la rue qui fait la jonction entre le pont du Maréchal Juin et la voie ferrée. Un axe quand même majeur de la commune, puisque c'est un des deux principaux axes qui permettent le franchissement de Seine. Cette renaturalisation serait due à une nécessité financière. Vous avez tous vu et pu suivre sur les réseaux sociaux et dans la presse locale le Premier ministre Jean Castex venir sur les friches et promettre un chèque de 3,5 millions d'euros à la commune.
La seule chose qu'on ne nous avait pas expliquée à l'époque et qui a été expliquée dans le cadre de la réunion du 18 octobre dernier par la majorité, c'est que ces 3,5 millions d'euros, ce n'était absolument pas un chèque en blanc. Il y avait une contrepartie. Et la contrepartie, c'était de fermer cette rue-là pour la transformer en un espace naturel, végétal. Si on peut ne pas remettre en cause et ne remettre en question cette végétalisation, évidemment, on a des bords de Seine, on est tous attachés à avoir un cadre de vie agréable et voir de la végétation un peu partout. Mais on a aussi une réalité, et la réalité, c'est ce pont et c'est ce franchissement de Seine. Ça veut dire une aggravation des conditions de circulation à venir. Complètement. Une aggravation qu'on n'est même pas en capacité de mesurer aujourd'hui, puisque lors de cette réunion, donc le 18 octobre dernier, je vais souvent y faire référence, mais c'est parce que c'est important, c'est la réunion au cours de laquelle on a eu un certain nombre d'informations sur ce projet. On nous a expliqué que l'impact serait minime, et pour appuyer cet impact minime, la conseillère municipale chargée de l'urbanisme, Madame Fary, et Monsieur Walker, et même l'animateur de la réunion, nous ont expliqué qu'une étude de circulation datant de 2018 permettait de dire que l'impact serait minime. Alors on nous a avancé des pourcentages, on nous a expliqué qu'on serait à quelque chose qui serait proche de 10% de circulation supplémentaire. On nous a expliqué que ce serait lié aux différents modes de mobilité qui existeraient sur le secteur, à l'intermodalité, à la proximité de la gare, au fait qu'il y aurait potentiellement plus tard une transformation de la circulation dans le secteur, à savoir la suppression du feu pour y implanter éventuellement un rond-point. La seule chose que la majorité a oublié de préciser, c'est que son étude de circulation, sur laquelle elle s'est fondée, donc l'étude de 2018, cette étude-là de 2018 était fondée sur le projet de la précédente majorité, projet qui ne prévoyait absolument pas la fermeture de la rue du 11 novembre, donc un des deux axes majeurs qui permet le franchissement de Seine, quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur une étude viciée, totalement faussée. On nous annonce des chiffres qui ne correspondent à rien. Concrètement, ni la majorité ni personne aujourd'hui n'est en mesure de dire quel impact aura cette fermeture sur la circulation. On se doute tous pour prendre chaque matin ce pont. Personnellement, je le franchis tous les matins pour aller travailler. Et selon les jours, c'est variable, mais on est sur quelque chose de l'ordre d'à peu près 20, 25, parfois 30 minutes, même le matin, uniquement pour franchir ce pont et pouvoir aller soit en direction de Cesson, soit en direction du Mets-sur-Seine. J'imagine que ça a vocation à changer avec un projet de cette nature-là. D'où l'importance de ce projet. Une question qui nous vient à tous à l'esprit, c'est vous avez parlé de quelques millions d'euros, 30 millions d'euros pour un projet en bord de Seine. Concrètement, la ville en question, quelle va être l'incidence de ces 30 millions d'euros sur la finance de la ville? On a entendu parler effectivement de creuser une dette. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que demain, la ville de Saint-Fargeau-Pont-Thierry sera endettée d'autant plus par rapport à ce projet? Le seul chiffre que les Ferreux-Pontins et les Ferreux-Pontaines doivent avoir à l'esprit, c'est 17,3 millions d'euros. C'est le chiffre clé, c'est le chiffre principal, puisque c'est aujourd'hui la dette de la commune. Tout ce projet dont on nous a parlé s'articule et tourne autour de ce nombre, donc 17,3 millions d'euros. La seule obligation de la commune, c'est de rembourser cette somme, par quelque moyen que ce soit. Le projet tel qu'il nous a été présenté a mentionné un budget prévisionnel, et dans ce budget prévisionnel, on nous explique que la vente de droits à construire, concrètement la construction des 805 logements, donc la vente de droits à construire à des promoteurs immobiliers, rapporterait à la commune un peu plus de 20 millions d'euros. Le calcul est quand même relativement simple. On doit 17,3 millions d'euros, et en face, on a d'ores et déjà une recette acquise de plus de 20 millions d'euros. Normalement, avec ces 20 millions d'euros, une fois qu'on a remboursé les 17,3 millions d'euros, il nous reste même 3 millions d'euros dans les caisses de la ville. Donc en théorie, 805 logements, c'est suffisant. C'est même très largement suffisant pour purger la dette. On serait même tenté de dire, étant donné qu'on a plus de 20 millions d'euros de droits à construire donnés par les promoteurs, on serait même tenté de dire que ce nombre de 805 logements, finalement, on pourrait peut-être même le réduire. On pourrait peut-être dire aux promoteurs, finalement, on n'a pas besoin de plus de 20 millions d'euros. On pourrait se contenter d'avoir 17,3 millions d'euros et faire passer ce nombre de logements de 805 à 605 ou à 405,
voilà, c'est des choses qui sont envisageables, qui conviendraient d'étudier, mais à l'heure actuelle, il semblerait que ce n'est pas la direction qui a été prise, et il semblerait qu'il n'y ait pas eu de discussion en ce sens pour chercher à faire baisser le nombre de logements. Je vais revenir encore une fois sur ces 20 millions d'euros, puisque ce n'est pas la seule recette qu'on nous avance. On nous a parlé aussi donc, de cette recette de 3,5 millions d'euros dont je vous ai déjà parlé. En l'occurrence, il s'agit du fonds friche. Enfin, c'est un nom un peu barbare, mais pour désigner les sommes que l'État alloue à travers son plan de revitalisation économique appelé France Relance, pour permettre notamment de construire sur de l'existant et de ne pas avoir encore des villes qui s'étendent encore et toujours. 3,5 millions d'euros plus un peu plus de 20 millions d'euros, on arrive donc à quelque chose proche de 24 millions d'euros. La première question qu'on peut se poser, c'est si 20 millions d'euros, ça suffit à rembourser ces 17 millions d'euros, pourquoi aller chercher ces 3,5 millions d'euros? Pourquoi fermer la rue du 11 novembre? Puisqu'apparemment, ce n'est pas nécessaire pour les finances de la ville. Ce n'est pas nécessaire pour rembourser la dette de la commune. Donc on serait tenté de dire, on n'accepte pas la contrepartie de l'État, on ne ferme pas la rue du 11 novembre, on ne prend pas les 3,5 millions, certes, mais en même temps, les plus de 20 millions qu'on aurait suffiraient déjà très largement à rembourser la dette de la commune. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où on a accepté cette somme, soit c'est un choix qui est mis en avant, la majorité actuelle nous a beaucoup parlé d'écologie, alors chacun se fera son propre avis là-dessus, mais bon. Et donc c'est finalement assez logique que quelqu'un qui nous parle d'écologie pendant relativement longtemps veuille et ait la volonté de renaturaliser ces bords de Seine. Pourquoi pas? Mais à partir du moment où on a pris cette décision-là et qu'on accepte de récupérer les 3,5 millions d'euros de l'État, on arrive donc à près de 24 millions d'euros. Pour rappel, on doit 17,3 millions d'euros, pas un centime de plus. Ça laisse derrière à peu près 7 millions d'euros de recul. Est-ce que grâce à ces 7 millions d'euros, on ne pourrait pas dire aux promoteurs, finalement, on ne veut pas 20 millions d'euros de droits à construire, on veut seulement 13 millions d'euros, mais en contrepartie, vous divisez le nombre de logements par 2 ou par 3. Et on arrive sur quelque chose d'un peu plus humain, sur quelque chose d'un peu plus proportionné à la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry. Je l'ai rappelé en conseil municipal à Madame la maire et son équipe le 14 décembre, mais je le rappelle encore ici aujourd'hui, 805 logements. Pour éviter qu'on parte dans une guerre et dans une bataille de chiffres, comme ça a pu être le cas par le passé, vous pourrez vous faire votre propre avis, aller consulter les chiffres INSEE. Aujourd'hui, on estime qu'un ménage français, c'est à peu près 2,1 personnes. 2,1 personnes, à multiplier par 805, faites le calcul vous-même, on arrive à plus de 1700 habitants. Encore une fois, en prenant les chiffres INSEE, aujourd'hui, on est à un peu plus de 14 000 habitants, un peu moins de 15 000 habitants. Ramené à 1700 habitants supplémentaires, on aura une augmentation de la population de l'ordre de 13%. C'est colossal. Aucune ville de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine, ni même aucune ville du secteur tout court à ma connaissance, ne grossit dans ces proportions et surtout en si peu de temps. Puisque on va, probablement, vous allez me poser la question de la temporalité et de ce que ce projet va aussi entraîner. Puisque aujourd'hui, on parle d'un projet, mais on est en train de parler du projet fini. La réalité, c'est qu'on va avoir tout un processus pour arriver à ce projet fini. Et c'est pas sans nuisance, évidemment. Merci. Donc si je vous entends, si je comprends bien, le programme peut être effectivement à l'équilibre en diminuant le nombre de logements, mais ça c'est une volonté municipale. Complètement. D'accord. Complètement. Donc la dernière question qui me vient à l'esprit sur ce projet, c'est effectivement, la temporalité. Comment on va s'articuler ce programme d'après ce que l'on sait aujourd'hui, et également la concertation. Est-ce que concertation il y a eu? Comment cela s'est passé? Et comment la municipalité qui prône aujourd'hui la participation des habitants de Saint-Fargeau-Ponthierry, est-ce qu'elle s'est mise en pratique? Est-ce que cette volonté est mise en pratique? Alors sur le phasage et les nuisances éventuelles, tout d'abord, on n'a pas eu suffisamment d'éléments d'information pour avoir beaucoup de certitudes. Par contre, on peut en avoir quand même quelques-unes qui découlent de la logique, ni plus ni moins. 805 logements, et on nous explique qu'on sera à horizon 2030 à peu près sur un projet fini. Ça signifie quand même, vous imaginez un petit peu la taille du chantier, vous imaginez un peu la taille du projet, vous avez pu voir sur la ville, mais aussi sur d'autres villes, ce que peut générer un chantier en termes de nuisances sonores, évidemment, en termes de circulation énormément, puisque vous vous doutez bien qu'une renaturalisation de la rue du 11 novembre
et une création d'une voie qui cheminerait dans ce futur projet et qui nous permettrait de déboucher sur la N7, comment va s'organiser tout ça? Aujourd'hui, on a un phasage quand même très complexe où on nous explique concrètement qu'on sera en chantier jusqu'en 2030 et donc potentiellement avec des rues fermées, avec énormément de passages de camions, de très gros camions, avec potentiellement une période avec la rue du 11 novembre fermée, mais la rue qui est censée détourner et passer à travers cette résidence pas encore créée, et donc on reporte toute la circulation sur l'avenue Max Pirou. Moi je veux bien, mais dans ce cas-là, pour reprendre mon petit exemple tout à l'heure, c'est pas une demi-heure que vous mettrez à franchir la Seine, c'est 1 heure. Voilà. Sur la concertation, ils se sont appuyés sur les textes réglementaires, hein, puisque on a beau parler d'une volonté de concerter, de co-construire avec la population, la réalité c'est que ce processus de concertation, dont la municipalité a tiré le bilan, donc ce 14 décembre au conseil municipal, c'est une concertation réglementaire. C'est une concertation imposée par des règlements, par un texte, en l'occurrence par le code de l'urbanisme. Dans ces textes-là, sans aller dans le détail et sans aller dans la technique, on nous explique peu ou prou que la commune doit mener une concertation qui soit à la fois adaptée à la taille et à la nature du projet. Donc, gardez bien à l'esprit ce que je vous disais tout à l'heure. Projet colossal pour la ville et aux impacts énormes. Une concertation adaptée aux circonstances, à la nature, à la taille du projet. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'on ait respecté ces conditions aujourd'hui. Aujourd'hui, la concertation s'est limitée à 3 interventions. Une réunion d'information le 18 octobre, puisqu'on a beau nous dire que c'est de la concertation, mais pour ceux qui étaient présents et ceux qui ont pu avoir des échos de cette fameuse réunion, on nous a expliqué que la rue du 11 novembre, c'était, je vais essayer de retrouver le terme de la municipalité, mais c'était un invariant, donc quelque chose qui ne varie pas. Donc la rue du 11 novembre, on nous a dit, vous n'y touchez pas, quoi qu'il arrive, elle sera fermée. Les 805 logements, pareil, vous n'y touchez pas. C'est quelque chose aussi qu'on ne pourra pas faire évoluer. On nous a expliqué que les équipements qui sont projetés, c'est comme ça aussi. Concrètement, et ça a été dit en conseil municipal, la conseillère municipale en charge de l'urbanisme m'a gentiment expliqué que je limitais ça au choix des pots de fleurs. Je parlais plus d'essence d'arbre, mais c'est à peu près ce qui sera demandé aux Ferré-aux-Pontins et Ferré-aux-Fontaines. On vous dit que la rue, vous n'avez pas voix au chapitre. On vous explique que pour les logements, vous n'avez pas voix au chapitre. Que pour les équipements culturels non plus. Et finalement, vous avez le choix sur quoi? Sur les essences d'arbres qui seront plantées. Éventuellement sur la couleur de certains équipements, je ne sais pas. Enfin voilà, je suis en train de totalement digresser, mais voilà, impossible de le dire. Le deuxième événement, en tout cas leur deuxième phase de concertation, il s'agissait d'une balade urbaine qui a rassemblé 50 ou 60 personnes, et dans les 50 ou 60 personnes, il y en avait une dizaine ou une vingtaine qui étaient présents, en l'occurrence des membres aussi de l'association Adémage, qui étaient présents essentiellement pour contester le projet, absolument pas pour participer à une balade urbaine. Et enfin, la troisième étape de la concertation, c'était un atelier, donc toujours aux 26 couleurs. En l'occurrence, ils avaient installé 4 tables en plein milieu de la salle Friésé, et le but, c'était de s'asseoir à ces tables et de débattre autour de thèmes prédéfinis, développement durable et d'autres thèmes. Mais encore une fois, c'était une discussion et un débat totalement fermé autour de 4 thèmes préétablis et imposés. Voilà. Ce qu'on a oublié de vous dire, et ce qui a été oublié forcément très habilement dans le magazine municipal Vivre, qui a été distribué récemment, c'est que nous étions sur une participation qui rassemblait 15 ou 20 personnes, pas plus. Mais là, ce chiffre-là n'est pas apparu, évidemment. Voilà un peu pour la concertation qui nous a été proposée jusque-là. Pour un groupe, pour une liste qui nous a tant parlé de démocratie participative, de co-construction, qui nous a parlé de toute la sémantique et vraiment tout le lexique de la démocratie participative, limiter un projet de cette taille-là aujourd'hui avec les éléments que je viens de vous présenter, ça va totalement à l'encontre et de leur programme politique, ça va totalement à l'encontre de ce qui peut se voir dans d'autres communes, et totalement à l'encontre du courant global, où on voit finalement des instances de l'État nous proposer de plus en plus d'outils qui nous permettent de consulter la population.
on a le référendum local, on a la pétition locale, on a les conseils de quartier, même des réunions ponctuelles. On a tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettraient de consulter la population, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple simple. Je vais reparler un tout petit peu des chiffres, puisqu'on nous a expliqué, donc, comme je vous le disais, 20 millions d'euros de droits à construire, 3,5 millions d'euros de subventions au fonds friche, 805 logements, la fermeture de la rue du 11 novembre et des équipements culturels. J'aimerais revenir sur ces équipements, puisque je vous parlais d'équilibre financier tout à l'heure. Mais malgré les 805 logements, malgré la fermeture de la rue, malgré ces 24 millions d'euros de recettes, on nous a quand même affirmé haut et fort que le budget était déficitaire à hauteur de 10 millions d'euros. Ça veut dire concrètement qu'on n'aura même pas remboursé la dette de 17,3 millions d'euros. On en aura remboursé 37%, 7 millions d'euros. Après les 805 logements et après tout ce projet tel qu'il nous a été présenté, on devra encore 10 millions d'euros. Comment on les rembourse? Bonne question. Par de l'impôt, je ne sais pas. Par la création de 1200 logements supplémentaires? Je prends à peu près les proportions, mais par rapport aux 805 logements, c'est ce qui nous permettrait de solder la dette auprès de cet organisme public. Aujourd'hui, on a quand même une énorme inconnue. C'est-à-dire que malgré toutes les contraintes que les Ferré-Pontains et Ferré-Pontaines vont vivre, on nous explique que malgré ça, on n'aura absolument pas remboursé la dette. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne rembourse pas la dette alors qu'on a plus de 24 millions d'euros de recettes? Pour une raison simple. Les droits à construire, c'est pour les 805 logements et l'école. Mais tout le reste, tout ce qu'on nous a expliqué, tout ce qu'on nous a présenté, un pôle culturel, une médiathèque, un conservatoire, c'est des choses qui n'étaient pas prévues par la précédente majorité. C'est des choses que l'organisme public n'impose pas. C'est des choses que les bailleurs n'imposent pas, que les promoteurs n'imposent pas, que personne n'impose. C'est uniquement des idées qui sont sorties tout droit de la tête de nos élus majoritaires actuels, qui ont décidé, comme ça, d'ajouter des équipements culturels sur les bords de Seine, puisqu'apparemment la ville a un énorme déficit d'équipements culturels. Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait d'implanter un conservatoire ou d'implanter une médiathèque. Tout le monde serait content d'avoir un conservatoire de l'an 2000, si je peux l'appeler comme ça, et une médiathèque. Tout le monde adorerait voir le volet culturel de la ville, l'offre culturelle de la ville s'améliorer, mais aujourd'hui, on a déjà un conservatoire. Aujourd'hui, est-ce que c'est indispensable de créer ces équipements, quitte à générer un déficit de 10 millions d'euros et d'avoir les finances locales grevées à ce point-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement supprimer purement et simplement ces projets d'équipement culturel du projet global d'aménagement des bords de Seine pour se concentrer sur le remboursement de la dette? Et ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi pas dans le futur, quand les finances de la ville s'amélioreront, projeter la construction de tels équipements, pourquoi pas? Ça peut être une solution. Je vais prendre un exemple en caricaturant, mais aujourd'hui, les finances de la ville, aujourd'hui, tout le monde comprend quand vous avez une maison et vous avez des fuites dans la toiture, tout le monde comprend qu'on soit capable d'aller s'endetter, aller faire un crédit pour réparer le toit, sinon on ne peut plus vivre dans la maison, c'est une certitude. Mais je ne suis pas certain que tout le monde aille faire un emprunt immobilier pour construire une piscine au fond du jardin. Je ne pense pas que tout le monde aille s'endetter pour une piscine au fond du jardin. En général, je pense qu'on va plutôt bâtir un projet pour permettre de le solder, mais au fil de l'eau. Je clôturerai enfin sur le processus de concertation en lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité devrait consulter la population, devrait demander à la population et lui poser une seule et unique question. À savoir, on a une dette de 17,3 millions d'euros. Voilà les différentes options. Ou proposez-nous d'autres options pour permettre de solder cette dette. C'est la seule contrainte aujourd'hui qu'a la ville. Comment on fait? Comment on réfléchit ensemble pour parvenir à solder cette dette? Est-ce que c'est par un projet d'aménagement? Est-ce qu'on réduit le nombre de logements? Est-ce qu'on privilégie ou pas la fermeture de la rue du 11 novembre? Est-ce qu'on augmente temporairement les impôts? Est-ce qu'on augmente le prix des tarifs municipaux pour se rapprocher d'un coût réel de fonctionnement? Est-ce qu'on réduit les dépenses de fonctionnement de la ville? Je ne sais pas, c'est tout un tas de sujets, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que la réponse devrait être apportée par l'ensemble des habitants de la ville, et non pas par quelques personnes qui s'arrogent le droit d'endetter la ville sur une période supplémentaire, alors même qu'elle génère 24 millions d'euros de recettes. Voilà, je pense donc, et je vous invite tous à solliciter la majorité et la mairie aujourd'hui
pour exiger, c'est votre droit, d'avoir une concertation réelle, pour avoir un projet réellement co-construit. Et que Madame la maire et ses équipes montrent l'exemple et s'en tiennent à son programme qui vantait les mérites de la démocratie participative. Merci Ndéli, merci d'avoir fait ce résumé. À très bientôt. Merci à vous. Et puis bon courage en espérant que votre voix soit entendue. Merci beaucoup, c'est tout ce que je souhaite. Merci.